attribué, etc. Et le mobilier aussi est nominatif. Ce qui est peu, ça on essaye de les faire ramener des feutres de chez eux. Et au pire, s'ils ne les ont pas, on leur donne une petite série qu'on désinfecte le soir, qu'on garde par fratrie. Comme ils viennent quand même souvent par fratrie, là, les objets peuvent s'échanger, les jeux peuvent s'échanger. Les collègues de l'Éducation nationale sont là aussi depuis le début. Il faut se rappeler que le début, c'est la fermeture des écoles par le président de la République. Le week-end du 14 et du 15, il y a un certain nombre de démarches pour mobiliser à la fois les structures scolaires et aussi les crèches pour accueillir les enfants de ce qu'on appelle maintenant les métiers prioritaires, à la gestion de la crise, donc personnel soignant au sens très très large, personnel des hôpitaux, médecins, pharmaciens, etc. ASE, PMI, gendarmes, policiers, pompiers professionnels, et personnels mobilisés sur la crise, plus près. Et donc à partir du 16, ça fait maintenant presque 5 semaines, tout un dispositif pour accueillir ces enfants dans le département. Sur les 4 semaines de temps scolaire, on est monté au maximum à 1000 enfants qui ont été accueillis dans les écoles et dans les collèges, publics, privés. Et puis aussi pour les moins de 3 ans, mais là on a un peu plus de mal à les compter, donc chez les assistantes maternelles, dans les crèches, etc., et mobilisés avec l'aide de la CAF. Donc ça, 4 semaines comme ça. Le calendrier scolaire évidemment étant ce qu'il est, cette semaine on était en vacances, guillemets, et donc transition de la situation, puisque mobilisation toujours du système éducatif pour boucher les trous dans la raquette, mais effectivement mobilisation des élus à la demande des services de l'État pour ouvrir, c'est-à-dire comme d'habitude, des structures, accueil collectif de mineurs. La DDCS vous en dira plus tout à l'heure, parce que c'est son travail de tous les jours, pour accueillir effectivement toujours les enfants des familles prioritaires pour la gestion de la crise. Donc ça s'est préparé pendant facilement 2 bonnes semaines avant celle-ci, pour mailler le territoire du département et avoir donc suffisamment d'offres. À l'arrivée, effectivement, on a eu presque une centaine de communes qui se sont mobilisées, voilà, presque 100, on était à 97, je crois, exactement. Communes, intercommunalités, en fonction des territoires, et différents partenaires vous le rediront, donc presque une centaine de sites qui ont dit nous on ouvre, on y va, on met en place les choses. Donc premier point, souligner la mobilisation des collectivités locales qui a été à la fois très spontanée et très importante. Et j'allais dire un peu, finalement presque comme d'habitude, dans le Morbihan, les collectivités sont très proactives, et donc on n'a pas eu, il faut le dire, on n'a pas eu besoin de les pousser. Ça s'est très très bien passé, et c'est pour ça que je souhaitais faire une visite sur le terrain, de façon à saluer l'engagement des élus et des services des collectivités. Il y a quelques associations qui font des centres de loisirs sur le territoire, des collectivités, donc presque 100. Donc, au début de la semaine, on aura les chiffres pour les derniers jours, mais mardi et mercredi, on a eu entre 320 et 380 enfants accueillis dans les centres de loisirs. Non, c'était du prévisionnel. La semaine prochaine, il serait un peu plus important dans les on a démarré mardi à 380, puis on va voir ce que ça donne. On a une capacité d'accueil qui est bien supérieure, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ça se passe évidemment en très bonnes conditions, qui ont été définies par les services, en application évidemment des mesures sanitaires assez rigoureuses à appliquer, il n'y a pas de difficultés. Voilà, donc après avec chacun, voilà, donner un certain nombre de détails. Le cadre réglementaire, ce qu'il faut bien savoir quand même, c'est que le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ou ALSH, ou centre aéré, c'est pareil que c'est une vieille expression. Moi j'aime bien, voilà. Bon. C'est quand même assez cadré, effectivement, c'est même très cadré, j'ai découvert ça d'ailleurs à cette occasion, par les services de la cohésion sociale, et qui sont maintenant, parce que les choses bougent un peu, en lien aussi avec l'éducation nationale qui s'occupe de la jeunesse, voilà, bon, ça,
dans quelques mois, on vous expliquera ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, ce qu'il faut juste retenir, et puis je passerai la parole, parce que différents acteurs, les élus, les différents partenaires et la CAF vont vous dire quelle est leur place. Ce qu'il faut retenir, c'est une mobilisation des élus depuis 5 semaines maintenant, pour effectivement, en temps de crise, s'adapter et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est assez remarquable, et avec une réactivité extrêmement rapide à ces activités. On nous a demandé d'appliquer déjà lorsque nous avons accueilli les enfants dans les écoles, c'est-à-dire 10 maximum, des groupes de 10, et même des groupes de 5, maximum 5-6 pour les maternelles, de façon à maintenir les distances, les conditions sanitaires. Donc là aussi, les centres aérés ne pourraient pas fonctionner avec 100 enfants, là, aujourd'hui, évidemment. Évidemment. Ça s'est fait très naturellement. Oui. D'abord, il fallait une volonté. À partir de dès mi-mars, le standard de la DDCS, on va dire qu'il a explosé, mais il a été pris d'assaut. Parce qu'il y avait une volonté manifeste au niveau des collectivités de pouvoir être solidaire en fait de ces professionnels-là. Vous avez des enfants de pompiers, d'infirmières, pour pouvoir leur apporter une solution de garde. À partir de là, nous on a été sollicités au niveau des services de l'État, donc la DDCS sur son champ de compétences accueil de loisirs, pour venir cadrer en fait l'action, parce que ils voulaient bien faire. C'était ça qui les souciait le plus. Et ça, c'était important. Sur un plan réglementaire, il faut savoir qu'en aucune manière, la réglementation n'a été assouplie. La seule chose qui a pu être assouplie, parce que vous le savez, hein, en télétravail, il y a eu des soucis de logiciels, il y a des problématiques numériques quand même qui se posent. Et par exemple, la déclaration obligatoire qui est faite sur un logiciel qui s'appelle TAM, elle pose des difficultés aujourd'hui. On a pas assoupli, mais on a lancé une autre démarche simplifiée qui complète aussi les travaux de l'éducation nationale sur ce qu'on appelle du reporting dans notre jargon, où à un moment donné on a besoin de mesurer en prévisionnel et après l'effectivité aussi des présences des enfants. Et donc on a mis en place une démarche simplifiée sur Internet qui permet d'apporter niveau en fait déclaration sur ce logiciel. Voilà. Donc c'est juste là où il y a eu un assouplissement. En revanche, comme le standard était aussi un petit peu pris d'assaut, donc on a trouvé opportun de cadrer un petit peu les choses par rapport à des mesures qui avaient été mises en place. Et puis aussi tout naturellement, alors certains accueils de loisirs nous disaient nous on met en place un protocole sanitaire de bon sens, comme rappelait Madame Favreau, avec des groupes qui soient plutôt de 8 à 10, avec des désinfections de locaux, etc. Et de la même manière, on a des accueils de loisirs qui eux ne savaient pas du tout comment faire. Donc là, on a travaillé sur un espèce de protocole et on remercie aussi les accueils de loisirs, parce qu'au travers de l'accueil de loisirs Pomme d'Api, c'est tous les accueils de loisirs du département qui doivent être salués aujourd'hui. Et du coup, ce protocole il a été diffusé à l'ensemble des accueils de loisirs pour essayer d'apporter un soutien en la matière. Et aujourd'hui, avant de donner la parole, aujourd'hui les questions que l'on a sont davantage sur j'ai un enfant qui tousse, beaucoup, je fais quoi? J'ai un papa qui a été détecté Covid, est-ce que je mets mon enfant ou pas? Vous voyez, là aujourd'hui, la majeure partie des questions que l'on a, c'est ça, et c'est normal, c'est logique. Et là, on valorise aussi les services de l'ARS, puisque pour nous, c'est le service compétent en la matière, pour essayer d'avoir des bonnes pratiques et essayer justement d'aider les animateurs à se protéger et à protéger les enfants. Je pense que c'est intéressant parce que c'est une intercommunalité qui se distingue par rapport à cette prise de compétence. Tout ce qui est mis en place, notamment sur les formations des animateurs, etc. Et parfaitement. Et parce que, on a une chance en fait, c'est l'intercommunalité. Voilà, j'ai quelques mal à prononcer ce mot. Donc unique sur le territoire. Donc c'est visible pour les professionnels, c'est visible également pour tous les habitants, pour les communes. Donc on a des réponses, les services donnent des réponses rapides en famille, des SOS. Voilà, donc ça se passe très très bien. On a la chance d'avoir plusieurs ACN sur le territoire. On a ici à Quessenberg, on en a un autre à la Vraie-Croix et un autre à Béric. Donc ce qui permet en fait d'accueillir les enfants en toute sécurité, de les dispatcher sur le territoire. Voilà ce que je voulais dire. Et puis on se rend compte de comment les familles, ce que
disais tout à l'heure, hein, les familles, il y a des nouvelles familles qui viennent, qui profitent de notre service, ils le découvrent. Et bon, tout se passe, enfin, on n'a pas de soucis, on a réagi dès le départ avec les services, on a mis en fait en place tous les protocoles sanitaires, enfin voilà, les règles d'hygiène. Et je sais que les animateurs également travaillent avec les enfants sur les règles d'hygiène dans les centres. N'oublie pas non plus qu'on a sur le territoire Est une association voilà, qui c'est important aussi de le dire. Il y a sur la même chose sur l'ensemble de Est. Alors, quand on parle d'accueil de loisirs, on parle d'éducation nationale, on parle du DCS, mais on parle aussi de CAF, parce que c'est le financeur sacré. Il y a effectivement des mesures spécifiques qui a en place. Donc pour la CAF, c'est vrai que la CAF apporte sa contribution à l'État dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et dans l'accompagnement pour accompagner nos partenaires. Et cela se décline en fait sous différentes aides qui ont été validées par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de l'allocation familiale, des aides exceptionnelles et le maintien en fait, des prestations de services à nos partenaires. Donc à ce titre-là, on a en premier lieu validé des aides en direction des crèches qui ont dû fermer leurs portes en fait à la mi-mars afin de pas en tout cas de ne pas propager en fait le virus. Donc elles ont dû fermer leurs portes à la mi-mars. On a acté déjà des aides pour ces crèches-là. Et puis ensuite, les aides ont été étendues à l'ensemble des partenaires financés par la Caisse d'allocation familiale. Dans le sens de compensation de la perte. C'est ça, lié à la fermeture, par obligation dans le cadre de cette période de confinement. Et donc des aides ensuite qui ont été à destination notamment des autres structures de l'accueil de la petite enfance qui n'étaient pas régies dans le cadre de la suspension de l'accueil, c'est-à-dire d'autres types de structures comme les micro-crèches qui bénéficient aussi d'aides. Et puis ensuite l'ensemble des partenaires de la Caisse d'allocation familiale, donc les accueils collectifs mineurs, ALSH, également d'autres structures qui œuvrent dans le cadre de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité, je pense aussi au lieu d'accueil enfants-parents, l'animation de la vie sociale, c'est important, vous avez parlé aussi de vos partenaires, de la structure réveil, donc l'animation de la vie sociale, les foyers de jeunes travailleurs, enfin la liste n'est pas exhaustive, donc c'est l'ensemble des partenaires. Tous ces cœurs d'intervention de la CAF, quoi, en fait. Tout à fait, qui sont financés par une prestation de service de la CAF. Alors, pour illustrer concrètement, parce que nous sommes avec les ici aujourd'hui, au niveau de l'accueil de loisirs de Questembert, pour l'accueil de loisirs, et bien pour la CAF du Morbihan, c'est de maintenir ces financements, c'est-à-dire c'est de voir avec l'ensemble des gestionnaires de faire comme si l'activité avait été réalisée comme habituellement. On va se baser sur cette période de fermeture, sur la période identique de l'année passée. L'année dernière, en termes d'effectifs d'enfants, etc. Pour garantir le versement de prestations de services. Parce qu'on sait que les partenaires, c'est une période compliquée, voilà. Et en même temps, avoir une attention particulière sur des difficultés financières. Donc c'est les partenaires, l'ensemble de nos partenaires gestionnaires, des collectivités, mais aussi des associations, qui à un moment donné peuvent se trouver un peu plus en difficulté. Et c'est important de préciser que c'est quand même pas ça qui a motivé, qui a fait l'engagement de départ. L'engagement initial, c'est venu accompagner. C'est intéressant. C'est là où quand on valorisait l'engagement des communes, ça c'est venu après. Ça a accompagné le mouvement. Et c'est là où il y a la dynamique territoriale. Et au nom de la CAF, je tenais justement aujourd'hui à saluer vraiment, et vous l'avez dit, monsieur le sous-préfet, à saluer la réactivité des partenaires, à saluer l'engagement des collectivités et des gestionnaires dans cette volonté de rapidement mettre en place des choses, et ça se fait très rapidement. Je pense qu'on peut saluer aussi Simone la richesse du partenariat morbihanais, parce que ça contribue aussi à ce bon partenariat. Et saluer les animateurs et les professionnels, qui se sont vraiment engagés. Et les enseignants aussi, parce que si on parle de dispositifs d'accueil de manière générale, mais ils le feraient mieux que moi, il y a des enseignants, et je voulais dire aussi, c'était important aussi sur l'offre de loisirs, qu'on puisse vraiment la mobiliser sur les vacances scolaires, parce que je pense que les enseignants qui sont, moi je n'ai qui m'entourent, donc ils sont vraiment à pied d'œuvre sur la continuité éducative, et ils ont aussi besoin de se reposer pendant ces vacances. Ça, c'était un de nos objectifs. Et le deuxième objectif, c'était aussi de permettre aux enfants de changer un petit peu d'atmosphère par rapport à l'enseignement, et de pouvoir au travers, parce qu'on sur un centre de loisirs, sur des
basé sur des activités éducatives. On n'est pas sur de la surveillance ou sur de la garderie, on est vraiment sur des activités qui sont mises en place. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qui restera? C'est important de poser ces questions-là. On parlait des masques, peut-être qu'au moment du déconfinement, il y aura en tout cas une incitation à ce que chacun d'entre nous, parce qu'on sera plus regroupés à ce qu'on ait des masques, ça sera certainement une activité éducative qui sera mise en œuvre en fait dans les accueils de loisirs. Donc les gestes barrières, l'apprentissage, il y a des multiples apprentissages que les enfants garderont aussi au quotidien. Pour revenir, si je peux me permettre, par rapport au souligner le travail d'engagement à la réactivité, qui a été celle aussi du Morbihan sur le sujet, mais comme dans d'autres départements, souligner en fait la première chose, c'était de réunir rapidement des équipements qui puissent accueillir les enfants des personnels prioritaires. Et souligner le fait que ça s'est fait d'une manière très très réactive. Le partenariat sur le Morbihan en fait, c'est aussi positif. Les collectivités, l'ensemble des gestionnaires, les associations sont mobilisées pour accueillir les enfants de droit. Ça s'est fait dès le début, dès la mi-mars, ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, on a un circuit qui fonctionne. On a travaillé avec le sujet, les collectivités, les relais, par exemple, sont mobilisés, les directeurs généraux des services et l'ensemble des équipements pour qu'à chaque demande qui sont déposées aujourd'hui sur le site monenfant.fr, eh bien la demande soit rapidement traitée. Ça se fait dans la journée et les familles ont une réponse personnalisée, appropriée par rapport à leurs besoins. Aujourd'hui, sur le département du Morbihan, nous sommes à peu près à 63 demandes, bien supérieures aujourd'hui à la demande des besoins des personnels prioritaires. C'est important pour nous de savoir que cette offre, qui est d'ailleurs disponible, qui est mise en ligne sur nos sites respectifs, fait qu'on a une lisibilité et de l'offre sur l'ensemble du département. Peu importe, je dirais, quelque part où travaille le papa ou la maman concernée, sur son lieu de travail ou en proximité de son lieu de travail ou de son domicile, il y aura une réponse. Ça s'est joué dès qu'on a mis en place les écoles avec les mairies et donc le service périscolaire. Lorsqu'on a mis en place les points d'accueil avec les enseignants, on a cherché à être au plus près des demandes des familles. Il ne s'agissait pas d'avoir 3 pôles qui auraient drainé des déplacements importants pour les familles, une gêne par rapport à l'organisation habituelle. Donc au contraire, on est resté au plus près des familles, dans leur lieu de vie, dans les organisations qu'elles avaient d'habitude. Donc c'était leur école, c'était leur secteur, c'était la garderie, c'était voilà. Et le centre aéré reprend exactement la DDCS a travaillé avec les élus dans la même approche. On est au plus près des demandes telles qu'elles ont été exprimées par les familles, les besoins. On n'a pas complexifié la vie des familles, tout au contraire. On s'est tous attachés à être au plus simple, au plus habituel, pour que les familles ne soient pas perturbées. Puis c'était facilitant pour nous justement cette grande mobilisation parce qu'on a justement travaillé sur une cartographie pour regarder, alors au rectorat encore mieux parce que là c'est interactif, ça c'est chouette. Et sur cette carte, quand on a finalement mis tous les accueils, on s'est rendu compte que les grands bassins de vie, mais même les petits, étaient couverts en fait, par au moins une offre. Et ça c'était important. Et du coup, voilà, c'est vrai que... On a un passage de relais entre l'école et les centres aérés, les centres d'accueil des ALSH. Le passage de relais a été fait parce que dans les écoles, on a fait aussi des enquêtes auprès des familles en disant est-ce que vous aurez besoin. L'information a été après transférée, en plus des candidatures spontanées qui sont apparues au travers de votre outil. Voilà, de votre outil. Nous, on avait déjà le travail d'enquête qui est mené jour après jour dans les écoles, tous les jours, de recensement des besoins pour le lendemain, pour le surlendemain, pour le week-end. Et donc, on s'était projeté sur les vacances de façon à pouvoir croiser effectivement ce que nous savions déjà de la demande telle que les familles savaient qu'elles allaient l'avoir. Et puis, de nouvelles demandes qui auraient pu apparaître parce qu'il y avait des changements d'emploi du temps dans les hôpitaux, dans les structures, que des gens étaient rappelés, que des plannings étaient modifiés pour pouvoir répondre aussi à tous ces aléas. Donc on a eu un travail de coordination effectivement. Et dans une semaine on recommence. Et nous on rend le témoin, mais non parce que les ALS, partiellement parce que les ALSH c'est aussi le périscolaire, minimum 2 heures par jour. Là il y a, oui, c'est une offre continue le mercredi et puis le week-end si on peut aussi, voilà. Excusez-moi. C'est juste pour dire que comment le week-end de Pâques, comment les ACM ici étaient faits. On peut très bien commencer à 5 heures. On va dire plutôt avec une amplitude horaire qui permet travailler le week-end. On peut être aussi mobilisé la nuit. Et voilà, les équipes sont prévenues et on peut répondre, je ne vais pas dire la veille pour le lendemain, mais
des choses facilitantes pour tout ce qui était déclaration et ce genre de choses. Et voilà, le personnel est mobilisé et donc on peut répondre en fonction des changements de planning parce que c'est ce qu'on se rend compte assez régulièrement. C'est-à-dire qu'entre la projection qu'on a le lundi pour le mardi, ça peut changer. Je ne vais pas dire du simple tout parce que c'est pas vrai, mais on peut avoir 2 enfants ou 3 enfants supplémentaires, d'autres qui s'en vont, qui arrivent plus tôt, plus tard. Voilà. Mais, le personnel, ça c'est important, c'est rassurant pour les familles qui ont besoin, c'est-à-dire qu'il y a en effet les journées, il y a la semaine, mais il y a les week-ends et il y a les nuitées. Et aux côtés de l'accueil collectif, des différentes structures qui sont mobilisées, les écoles, il y a aussi l'aide individuelle qui est aussi proposée par des assistants maternels sur le département. Donc ça vient permettre d'avoir une offre relativement étoffée et puis qui couvre très bien notre département en fait. En fait, qu'est-ce qui change Cette semaine par rapport à la semaine C'est Danilo, Arnaud Danilo. Ce qui change en termes d'activité, c'est d'habitude on accueille des groupes entiers qui font de 3 à 11 ans. Et là on peut répondre au plus près en réfléchissant quel genre d'individu on a avec nous. On va avoir des fratries et des enfants isolés. On va réfléchir à les faire travailler, non plus à les faire aller vers du collectif, mais aussi réfléchir à leurs besoins individuels. Peut-être aussi au plus proche de leurs envies et de leurs envies du moment. Ils sont de quel type? Qui sont variés selon leur rythme de la journée, leur réalité. Ça peut être soit plus des activités plus posées, style peinture ou petit bricolage, ou autrement, là hier c'était beaucoup aussi du jardinage, printemps oblige, et du coup ils ont embelli le potager, travaillé sur la décoration. Est-ce que tu as constaté 10 personnes pour 70 enfants, là ils sont 3 pour 10, ça change complètement la donne en termes de propositions d'activité, en termes de... Et puis il faut changer les réflexes en fait. Les enfants souvent, là sur les centres de loisirs, ils font des activités en fonction de leurs envies, ils peuvent changer d'activité, ils ont leurs aptitudes, donc ils savent aussi comment ils naviguent. Là on navigue pas. On ne peut pas aller chercher les crayons et les feutres du copain parce qu'on a son petit matériel, sa barquette et tout ça, donc c'est aussi réapprendre ça. Ce que disait Arnaud, c'est qu'un centre de loisirs, c'est aussi beaucoup travailler sur du collectif, sur les apprentissages de la vie en collectivité, en prenant en compte l'individualité de chaque enfant. Là, pour le coup, on prend en compte l'individualité de l'enfant et après, on met la collectivité. Et ça change beaucoup. Ce qui est intéressant pour les animateurs, bien sûr. Et puis après, ils se réinterrogent régulièrement, parce que je discutais avec une animatrice là qui disait on a voulu faire un jeu parce qu'on a envie de faire un jeu. Et quand on a commencé à le faire, on s'est rendu compte que non, il y avait trop de contacts en fait. Donc non, il faut réadapter. Et toutes les activités, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un cheminement en disant on a les barquettes, on a les nombres d'enfants, on a mis en place des espèces de petites barquettes. Habituellement, ils ont des espaces pour faire du bricolage comme ils ont envie. Là, il faut que ce soit individuel. Il n'y a plus, c'est toutes ces notions-là qui changent beaucoup. En plus de tout ce qui est prise en compte du sanitaire, forcément, qui est basique là, mais est obligatoire. J'ai pas envie de dire c'est le plus facile, mais presque, parce que toute la réinterrogation derrière pédagogique qu'il doit y avoir, ça va. Et puis on assure aussi la sécurité physique, affective, tout ça de l'enfant. Et là, effectivement, ce qui pour nous est important, on sait que c'est des enfants qui au quotidien, potentiellement chez eux, vivent des choses qui peuvent être un peu compliquées. L'idée, c'était pas non plus de demander tous les matins à l'enfant comment ça va à la maison. On est en vacances, si l'enfant a le besoin d'en parler, il y a l'animateur qui est quand même suffisamment proche, parce que effectivement nous on a la chance de pouvoir mettre 3 adultes pour 10 enfants, parce qu'on a considéré qu'il y avait beaucoup de petits et que les gestes barrières pour les petits, déjà pour les enfants qui ont 8 ans c'est compliqué, mais quand on a 3-4 ans, donc 3 animateurs c'est bien, mais effectivement c'est aussi parce qu'on est en communauté de communes qu'on a aussi la possibilité de renforcer et de pouvoir ouvrir 3 structures plutôt que d'accueillir sur une seule structure par exemple, et donc de répondre du mieux possible en tout cas à tout ce qui se passe en ce moment, et pour les enfants, pour les familles. Donc Cathy, finalement c'est pas du luxe 3 pour 1, c'est nécessaire. Non, effectivement par rapport à la taille des petits, de pouvoir adapter. C'est très important parce que effectivement, on parle beaucoup sur les centres de loisirs pour les petits, c'est vraiment de l'apprentissage basique de l'hygiène,
de plein d'autres choses. Mais donc effectivement là c'est renforcé. Effectivement je pense qu'il y a des choses qui resteront, qui ne sont pas non plus si mal que ça au final, hein, réapprendre à se laver les mains plusieurs fois par jour. Peut-être qu'effectivement on aurait peut-être dû le faire tous avant. Enfin voilà. Mais non, enfin voilà, pour des temps de sieste ou des choses comme ça, c'est pas du luxe d'avoir du 1 pour 1 pour des petits.